Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et nouvelle vidéo consacrée donc au flop. Après notre vidéo top, ça semble plus ou moins logique quand même. Encore une fois, c'est totalement subjectif, donc ne nous incendiez pas trop dans les commentaires si parmi vos films préférés, il y a nos films détestés entre guillemets. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance et voilà, il n'y aura certainement pas À la 2, il n'y aura pas Rampage, il n'y aura pas toutes ces choses-là parce que ce serait beaucoup trop facile. Là, on est plus sur des films sur lesquels on avait des attentes et qui nous ont quand même déçus. Donc voilà, il n'y a pas que des mauvais films, il y en a quand même tout de même, faut se rassurer un peu. Il y aura une ou deux purges, rassurez-vous. Et puis en deuxième partie de vidéo, on vous présentera les films qui sont ceux qu'on attend le plus en 2019. Il y a des films qu'on attend passionnément, d'autres qui piquent un peu plus notre curiosité. Donc rendez-vous en deuxième partie de vidéo pour ça, mais tout de suite on attaque avec nos flops. Et alors pour commencer ce flop, j'ai décidé de mettre Revenge de Coralie Farja. Alors un film de genre réalisé par une femme, il n'en fallait pas moins pour que les gens s'enflamment et disent que c'était le nouveau Grave, mais de l'année 2018. Et bien qu'il soit réalisé par une femme ou par un homme, ça reste tout simplement un mauvais film. Voilà, il n'y a pas grand chose à sauver de ce Rape and Revenge cousu de fil blanc et filmé comme un long clip tape à l'œil de 1h50 avec des métaphores dignes d'un collégien option audiovisuelle où la protagoniste principale, laissée pour morte après un viol collectif, arrive à cautériser son abdomen transpercé de part en part, rien que ça, grâce à une canette de bière chauffée sur un feu de camp dont le symbole est un phénix, je vous le donne en mille, t'as compris mon cher Thomas, la métaphore, le phénix qui renaît de ses cendres, la nana qui renaît, enfin bon bref, tout ça, et ça vient donc se marquer sur sa peau comme au fer rouge. Alors tout est aussi léger que ça dans ce film, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, et film de série B oblige, on frôle la catastrophe niveau acting, tout le monde joue super mal, ça braille, ça gueule, il y a même un des bad guys qui joue façon Orangina rouge, mais pourquoi est-il aussi méchant ? Enfin bref, c'est insupportable, c'est beaucoup trop long, ça ne raconte rien, il n'y a aucune idée de mise en scène. Bref, pour moi, c'est la purge de cette année 2018 et je pèse mes mots. Et mon premier flop de cette année 2018, pour ma part, il ira au film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris. D'ailleurs, on a fait une vidéo dessus, si vous avez envie d'avoir des avis plus précis, n'hésitez pas. Tout à fait. C'est donc ce film qui nous raconte l'histoire de ces trois jeunes Américains qui se retrouvent dans le Thalys entre Amsterdam et Paris, c'est une histoire vraie, désarmer un terroriste qui prévoyait de faire une attaque. Donc effectivement un acte d'un certain courage. Néanmoins, ce qui me dérange particulièrement dans ce film, et j'avais déjà eu le même ressentiment avec son précédent film American Sniper, c'est cette espèce d'ultra-patriotisme américain vraiment dégoulinant. Ça ressort par tous les pores du film. Je trouve ça assez malaisant, et je sais que c'est un mot à la mode, mais je trouve qu'il correspond bien à ce film-là. Et d'autre part, je trouve que la deuxième mauvaise idée de ce film, c'est de faire jouer ces trois protagonistes, je le rappelle, c'est une histoire vraie, par les vraies personnes, c'est-à-dire que ce sont les vrais protagonistes de cette histoire qui interprètent leur propre rôle. Et je trouve que ça fonctionne pas vraiment, parce que c'est pas des acteurs professionnels, ça se voit, ils sont pas toujours très à l'aise devant la caméra. Et malheureusement, ça contribue en plus à essayer de mettre en avant cette espèce d'héroïsme. Toujours, c'est ça, c'est lancinant, c'est redondant, et je trouve vraiment que ça nuit au film, qui pourtant a un sujet qui aurait pu être intéressant. Donc là, pour moi, grosse déception 2018. Ouais, il n'est pas dans mon flop, mais il aurait pu y être. Alors je sais pertinemment que dans mon flop, il y a deux films pour lesquels je vais me faire clairement défoncer. Celui-ci c'est le premier, donc allez-y, mettez-y du cœur. Et j'ai décidé de mettre Ready Player One de Steven Spielberg. Et c'est donc le moment où je me casse parce que je ne veux pas être associé à ça. Je sais qu'il est dans ton top, mon cher Thomas. Et oui, en plus c'est vrai que sur internet, ce film est un intouchable, on n'a pas le droit de dire du mal de Ready Player One. Mais je suis désolé, je vais en dire un petit peu, c'est pas très très grave. Alors, foncièrement, c'est pas un mauvais film, Ready Player One. C'est juste qu'en tant qu'enfant qui a grandi dans les années 80, ce film qui était censé titiller un peu ma nostalgie enfantine, il m'a absolument pas touché. J'ai l'impression que toutes les références sont rentrées au forceps, un peu comme dans le bouquin d'ailleurs, et que c'est beaucoup trop édulcoré par rapport à l'univers réel dans lequel est censé évoluer le héros qui, si je me base sur le bouquin, ressemble plus à un truc du genre THX 1138 que ce truc gentillet qu'on a sous les yeux. Autre chose qui me dérange un peu, je trouve que l'acteur principal n'a vraiment aucun charisme, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour lui. Et ça, une chose qui m'est complètement subjective, je ne suis pas fan, mais alors pas du tout fan de la direction artistique du film. Je trouve que le film est plutôt laid et que les avatars sont absolument dégueulasses. J'ai l'impression d'ailleurs que visuellement ce film va très très mal vieillir. Et mis à part la séquence de Shining qui est vraiment la séquence marquante du film et qui, avec un peu de recul, n'apporte finalement pas grand chose au récit et à la construction du personnage, eh bien je trouve que Spielberg a un peu passé à côté de son sujet.
Et pourquoi finalement je le mets dans mes flops? Parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus fin, avec un aspect un peu moins fête foraine, entre guillemets, que ce truc-là qui est beaucoup trop édulcoré. Et en posant la question, eh bien en fait c'est malheureusement un film que j'ai pas forcément envie de revoir et c'est bien dommage. À mon tour de me faire clasher Thibaut, parce que moi je vais parler d'un film qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, c'est Ghostland de Pascal Laugier. On a d'ailleurs fait une chronique sur ce film que je vous invite à aller consulter si vous voulez nos avis un peu plus en profondeur. Et qu'elle a plus disliké de la chaîne, la vidéo. Exactement, déjà à l'époque on s'était fait défoncer, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est pas grave. En fait, je ne comprends pas du tout la hype dont a bénéficié ce film à sa sortie, sauf à dire qu'il a été complètement porté par la fanbase de Mylène Farmer, qui, on le sait, sont totalement dévoués à leur égérie. Bon, après, en plus de ça, c'est Mylène Farmer, je pense que c'est à peu près le seul truc qui est sauvable. Ouais, franchement, elle s'en sort super bien, bizarrement en plus. Voilà, parce que le reste, par contre, je trouve qu'il n'y a rien à sauver. Le scénario, c'est juste, c'est infâme. Tout est téléphoné, les ficelles sont énormes, les espèces de retournements valent rien. On n'y croit pas une seconde. La mise en scène, c'est complètement, enfin, c'est complètement, c'est du déjà vu. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les décors sont moches, les maquillages sont affreux, les acteurs sont mauvais, à part Mylène Farmer, que je veux surtout pas, s'il vous plaît, de menaces de mort dans ma boîte aux lettres. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ce film a fonctionné, pourquoi ce film a eu un bon accueil. C'est un mystère pour moi. Pour moi, c'est sans doute le plus mauvais film que j'ai vu cette année. Je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, je pense que vous avez compris ce que j'en pense. Mais voilà, si vous pensez le contraire, si vous avez trouvé que c'est un bon film, sincèrement, convainquez-moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais s'il vous plaît, argumentez, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous l'avez aimé. Moi je trouve ça incompréhensible. Nouveau film dans mon flop, et je pense que ça va pas plaire à tout le monde non plus, puisque j'ai décidé de mettre Climax de Gaspard Noé, qui a aussi une énorme fanbase. Et alors, Noé, c'est le réalisateur qu'on aime ou qu'on déteste, selon la formule consacrée, puisque Monsieur Gaspard Noé, c'est le réalisateur français subversif par excellence, celui qui fait scandale quand ses films sont à Cannes. Moi-même, j'avais beaucoup aimé Irréversible à l'époque, un peu moins Enter the Void, que j'avais trouvé hyper long et chiant, mais hallucinant visuellement. Et là, Climax, c'est un peu le best-of de Gaspard Noé. On retrouve les mêmes plans que dans Irréversible, cette espèce de caméra flottante qui se déplace partout avec des plans à l'envers. On a quasiment les mêmes génériques que dans Enter the Void, sauf qu'ils sont placés de manière totalement random dans le film pour donner un côté auteur qui casse les conventions du cinéma, sauf qu'en fait ça sert pas à grand chose. Et la recette classique de chez classique chez Noé, alcool plus drogue plus sexe. Au final, c'est tout sauf subversif, j'ai plutôt l'impression qu'à force de vouloir choquer, Noé ne choque plus personne à part le bourgeois peut-être. Voir des gens défoncés pendant 1h30 avec une caméra en complet freestyle, des dialogues au ras des pâquerettes, un jeu d'acteur immonde, mention spéciale à la mère du gamin qui m'a mis mal à l'aise tellement elle est mauvaise. Reste par contre une superbe chorégraphie en plan séquence sur Supernature de Céron en début de film qui envoie vraiment du pâté, mais après tout retombe comme un soufflé. Noé, c'est toujours très solide techniquement, mais malheureusement je trouve que le bonhomme a plus grand chose à raconter dans ses films, et que là on est complètement dans l'auto-caricature, donc un film largement oubliable pour ma part. Et mon troisième flop pour cette année, ce sera The Greatest Showman de Michael Gracey. Oh là, quel scandale. Je faut pas déconner non plus. Je sais que je vais pas me faire que des copains. J'ai déjà eu l'occasion de développer mon point de vue un peu plus en profondeur dans ce film. Là encore, dans une de nos critiques de l'année. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir une nouvelle fois. Mais voilà, moi je trouve que dans ce film, rien ne fonctionne comme il faut. Déjà, esthétiquement, c'est super vilain. Je trouve que les couleurs sont ultra saturées, les costumes sont moches, tous les décors font carton-pâte. Alors oui, on va me dire, mais je sais que on va me dire que c'est voulu, mais n'empêche que c'est moche. Le réalisateur, on le sait, vient de la pub. Mais du coup, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir assisté à une pub d'1h30. Alors, ce style visuel, 20 secondes entre le chat machine et Gillette les rasoirs jetables, pourquoi pas, mais pas pendant 1h30, et surtout pas entrecoupé de clips musicaux infâmes sur des airs vulgaires de musique pop, quoi. Enfin, j'ai l'impression de regarder High School Musical avec des mecs en costume de clown. Franchement, c'est juste insupportable. Je sais, j'en fais trop. Mais pour moi, ces films-là, c'est typiquement l'exemple du genre de film que je me suis forcé à voir pour faire plaisir à Thibaut et parce qu'il voulait faire une vidéo dessus, mais j'étais pas dans un bon état d'esprit. Je sais que t'es pas très client de comédie musicale, mais c'est gentil d'avoir fait l'effort. Je suis pas client et j'étais pas du tout dans le bon esprit avant d'aller voir ce film, mais du coup je sais que je n'ai absolument pas envie de le revoir et il faudra me torturer pour que je refoute mes yeux devant ça. Néanmoins, donc je suis peut-être de mauvaise foi, et j'avoue que lorsque je suis sorti du film, je détestais la musique. Depuis, je suis légèrement revenu sur mon jugement, et une ou deux chansons
l'album. Non, une ou deux chansons, arrive à trouver grâce à mes yeux, avec des airs qui sont quand même plutôt entraînants. Bon, je veux bien le reconnaître, mais ça n'en fait pas un bon film à mes yeux pour autant. Voilà. Et une nouvelle fois, je pense que je vais pas me faire beaucoup de copains, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de retours positifs à sa sortie. J'ai décidé d'intégrer dans mon flop Hérédité de Ari Aster. Alors je suis vraiment désolé, je sais que beaucoup de fans de ce genre de film m'ont adoré, mais alors moi ça a été une énorme déception parce que je pense qu'on m'a trop survendu le film à la base et je pensais que ça allait révolutionner un petit peu le genre. Et je trouve que ça ne révolutionne pas le film d'épouvante pour ma part. À part cette mise en scène ultra léchée et efficace, j'ai quasiment rien retenu de ce film bizarrement. Pourtant les sujets traités sont intéressants, hein, le deuil, les névroses familiales, et puis il y a une gamine avec un côté creepy qui fait plutôt bien le taf. Mais je trouve que ça sombre vite dans un truc un peu chiant à regarder, qu'on a déjà vu 1000 fois, et à force de trop vouloir maîtriser ses cadres, le réal il se perd un peu en spontanéité qui aurait été quand même plutôt salvatrice sur son récit. Et malheureusement, le film se termine sur un final grand guignolesque qui flingue tout ce qui a été mis en place auparavant, et là on est à la limite du ridicule. Restent encore une fois les excellentes performances de Toni Collette et de Gabriel Byrne qui tiennent vraiment tout le film sur leurs épaules. Mais pour moi, c'est pas ce film qu'on m'avait annoncé qui révolutionne le genre du film d'épouvante et je trouve que c'est dommage. Mon prochain flop pour cette année, et là je pense que je vais mettre un petit peu plus de monde d'accord avec moi, c'est Solo, A Star Wars Story de Ron Howard. Alors on va pas se mettre d'accord, hein. Le film n'est pas foncièrement mauvais, Il n'est pas foncièrement bon non plus. Il y a un très haut niveau de production, enfin tu me diras encore heureux vu le niveau de budget qu'il y a derrière. C'est bien fait, c'est bien réalisé, il y a des bons effets spéciaux, ok. Mais moi ce que je regrette avec ce film, c'est que Disney n'a pas compris ce qu'on attend d'un Star Wars. Un film Star Wars, ça doit être un événement, et ce film-là, c'est tout sauf un événement. C'est un film de science-fiction lambda, qui apporte rien à la saga, qui même dessert le personnage, je trouve, surtout que le casting de cet acteur-là, Alden Ehrenreich, c'est imprononçable, qu'ils ont choisi pour incarner Han Solo, il est insipide, et je trouve qu'il est vraiment sans intérêt, à l'image du film dans lequel il se trouve. Et donc je pense que Disney a retenu la leçon de l'échec commercial de ce film-là, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été déprogrammés, et heureusement. Et voilà, moi je pense que si vous êtes fan de Star Wars, vous feriez mieux de jeter un œil à Vador Episode 1, Shards of the Past. Ça se trouve sur YouTube, c'est gratuit, c'est du fan movie et c'est incroyable en termes de niveau de production et en termes de... Voilà, c'est assez kiffant quand on est fan de Star Wars. Vous passerez un bien meilleur moment en 10 minutes que devant 1h30 devant Solo. Mais écoute, je ne connais pas, mais je vais regarder ça sur YouTube sans problème. Et donc, dernier film de mon flop 2018, et je pense que c'est le film sur lequel je vais m'attirer le plus de foudre. Autant sur Ready Player One je pouvais le défendre, autant là... J'ai décidé de mettre, et je suis vraiment désolé, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Alors allez-y, insultez-moi, jetez-moi des cailloux. Le film, si je peux me permettre, qui a gagné 4 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Le film qui a volé 4 Oscars, tu veux dire? Ouais, Continue. C'est surtout ma première grosse attente de 2018 et malheureusement ma première grosse déception de 2018. Alors je vais pas revenir sur le débat, mais évidemment que la direction artistique du film est absolument pompée sur du Caro Jeunet version La Cité des Enfants Perdus. Je trouve que l'univers de ce film sonne complètement fake, j'ai pas cru une seconde à cette histoire d'amour entre cette femme de ménage sourde-muette et cette créature aquatique. Je trouve que tout ça c'est fait sans finesse. Del Toro il arrive avec ses gros sabots et il essaye absolument de te faire pleurer ou de te prendre en otage sentimentalement en te montrant que ce film est un film sur la tolérance, que c'est beau, blablabla, machin, tout ce que tu veux. Mais encore une fois, je n'y ai absolument pas cru. Il y a des choses qui m'ont même dérangé au niveau du scénario qui flinguaient complètement la crédibilité de l'univers, comme par exemple le fait que deux pauvres femmes de ménage peuvent aller et venir à leur guise dans un complexe militaire ultra secret sans qu'aucun garde ne leur demande rien. Et c'est peut-être un détail, mais moi ça me gêne et ça me sort de la potentielle crédibilité de l'univers qu'on me met sous les yeux, quoi. Et puis, petite mention spéciale pour Michael Shannon, qui est un acteur que j'aime beaucoup, mais qui est en total roue libre et qui surjoue le méchant comme dans un mauvais film avec Steven Seagal, et ça en devient ridicule pour une telle production, une production de cette ampleur-là. Bref, grosse déception pour moi, le gros pétard mouillé de l'année 2018, si je peux me permettre, pétard mouillé. Mais voilà, on a fait une vidéo, donc si vous voulez des avis plus précis de Thomas et de moi-même, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, l'écoutez pas lui.
Et mon dernier flop pour cette année, ce sera Jurassic Park The Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Toi, t'enfonces des portes ouvertes, hein, Ouais, dans ton un flop. petit peu. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le Jurassic Park, c'est une licence que tous les gamins comme toi et moi qui ont grandi dans les années 80 et 90 adorent. Et j'aurais adoré que cette licence grandisse et devienne quelque chose de bien avec les années, mais c'est malheureusement pas le cas. Et je pensais qu'ils avaient réussi à faire ce qu'on pouvait faire de pire avec cette licence il y a quelques années, avec l'espèce de pseudo reboot remake qui s'assumait pas vraiment, mais j'avais tort, ils pouvaient faire pire et le résultat c'est celui-là. En fait c'est un film où on a l'impression d'assister à une espèce d'enchaînement de scènes qui sont tenues les unes aux autres par un scénario qui a absolument aucun sens, qui a absolument aucun but narratif. C'est une sorte de cahier des charges, quoi. Il y a la scène pour faire plaisir aux gamins, la scène pour faire plaisir aux vieux fans, il y a la scène pour montrer qu'on a pris un réalisateur qui fait le film d'horreur, alors on fait une scène film d'horreur avec des dinosaures, enfin bref, ça a ni queue ni tête, ça a absolument aucun intérêt, et je comprends pas quel est le but de ce film, à part de vendre des jouets en plus des places de cinéma aux gens qui disent ah bah Jurassic Park c'est spectaculaire, ouais super. D'accord, il y a un gros niveau de production, d'accord il y a des belles images, mais au-delà de ça, c'est complètement creux, c'est complètement insipide. Bref, je ne recommande pas ce film du tout, c'est une super production américaine comme il y en a tant d'autres, et vous aurez bien mieux fait d'aller voir les films qui sont présents dans notre top. Voilà. Et donc après ces flops, hein, passons donc à nos attentes pour l'année 2019, que l'on espère un petit peu plus réjouissante. Hein. Et on a pas mal d'attentes, je pense que cette année va être assez bien fournie niveau ciné, puisqu'on en a listé pas moins de 7 chacun. Ouais. Donc on va passer un peu rapidement dessus, le but n'est pas de faire une thèse sur chaque film. Et donc moi je vais commencer par The Green Book de Peter Farrelly, que j'ai déjà eu la chance de voir en avant-première, qui va délaisser pendant un temps son frère Bobby, qui étaient les deux frères Farrelly, qui avaient fait réaliser Food Irene et Marie à tout prix entre autres. Et là ce film c'est un beau petit feel-good movie avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qu'on avait découvert dans le très bon Moonlight. Et donc là on va suivre un pianiste noir américain pendant la période un peu de la ségrégation, qui va aller de ville en ville avec son chauffeur Viggo Mortensen, un américain d'origine italienne un peu raciste, qui va voir son comportement un petit peu changer tout le long du film. Et voilà, c'est un film qui sans prétention, qui à mon avis va faire son petit bonhomme de chemin, mais qui est très agréable à regarder. Et quand on ressort, on a le smile, donc un beau petit film pour moi. C'est un film que je vous conseille en tout cas. Ok, bah moi je l'ai pas encore vu parce que j'ai pas eu la chance d'être à l'avant-première, mais j'ai hâte de le voir, je suis assez impatient. Pour ma part, je vais vous parler de Alita Battle Angel, donc le film de Robert Rodriguez qui est basé sur le manga Gun, un manga que j'apprécie moi particulièrement. Donc un manga de science-fiction mais qui mélange aussi un petit peu d'arts martiaux, enfin c'est un mélange un peu spécial mais qui fonctionne très bien. En plus de ça, la production, on a James Cameron, donc c'est plutôt rassurant. Il y a Christophe Waltz au casting, donc moi je trouve que ça sent plutôt bon tout ça. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal avec certains aspects visuels du film, notamment les gros yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Moi j'ai du mal un peu avec ça. Moi ça me dérange pas, c'est un style. Après il faudra voir sur la durée du film, mais pour l'instant j'avoue que je suis assez impatient là aussi de voir ce film. Ok, bah très bien. Nouvelle attente pour ma part, le nouveau film de Martin Scorsese, The Irishman, dispo uniquement sur Netflix si je dis pas de conneries. Évidemment, un nouveau film de Scorsese, c'est toujours une nouvelle hype. Là en plus, il retombe dans ses classiques, c'est-à-dire l'univers de la mafia, évidemment avec des acteurs comme De Niro, Pacino, il y a qui, il y a comment il s'appelle, Joe Pesci aussi, Harvey Keitel. Donc là on a du casting, plus que du casting 4 étoiles, c'est over the top. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont filtré dessus pour l'instant, mais je pense que ça devrait quand même le faire parce que Scorsese c'est comme toujours ultra solide au niveau de la réal et au niveau des histoires. Donc moi j'attends ça de pied ferme. Je crois que c'est prévu pour mars, si je dis pas trop de conneries, je crois que c'est pas sûr à 100%. Ensuite, le film certainement que moi j'attends le plus en 2019, c'est Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. J'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Déjà, il y a un casting absolument fou. Il y a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, quand elle s'appelle Dakota Fanning. Enfin voilà, il y a un casting hyper solide. C'est un sujet qui colle hyper bien à Tarantino parce que c'est un des pires faits divers que les États-Unis aient connu, à savoir l'assassinat de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, par la secte de Charles Manson, pas Marilyn Manson, c'est pas la même. Ouais, bref, c'est un film que je ne peux plus d'attendre, ça sort cet été, ça va être long, mais je pense que ce sera du très bon. Nouvelle attente de mon côté, c'est Benedetta de Paul Verhoeven, un réalisateur un petit peu
subversif, on va dire, hein, surtout quand il a fait des films comme Basic Instinct ou Showgirls. Et là, on le retrouve avec une de mes chéries, hein, voilà, Virginie Efira, qui va jouer le rôle d'une nonne dans un couvent qui va découvrir son homosexualité. On n'en sait pas plus pour l'instant, il y a très très peu de choses qui ont filtré dessus, mais moi j'avoue que j'ai une énorme attente par rapport à ce film-là, et c'est vrai que Verhoeven c'est toujours très très solide au niveau de l'histoire et de la réal, encore une fois. Donc voilà, ce Benedetta, je l'attends de pied ferme. Je ne comprends pas du tout pourquoi, espèce de petit coquin. Mon autre attente pour cette année, c'est le Dune de Denis Villeneuve. Voilà, un projet dont on ne sait pas grand-chose. On espère, plus qu'on le sait, qu'il sortira en 2019, parce que la date n'a pas encore été annoncée. Mais bon, voilà, Denis Villeneuve, il n'a pas approuvé son génie de réalisation, et d'autant plus quand il s'agit d'un sujet de science-fiction. Alors, s'attaquer à un classique comme ça peut être que merveilleux, forcément. Donc voilà, donc le futur numéro 1 de ton top, si ça sort cette année, c'est ça? Exactement, et j'ai pas besoin d'en dire plus pour l'instant. Ok. Nouvelle attente de mon côté, je pense que je suis pas le seul, c'est Us, le nouveau film de Jordan Peele, hein, celui qui a fait Get Out il y a 2 ans maintenant, je crois. Voilà, nouveau film d'horreur, hein, la bande-annonce a l'air plutôt alléchante, je trouve. Pour moi, Jordan Peele, c'est un peu cette espèce de nouveau Shyamalan, je trouve qu'il a un univers très particulier, bien à lui. La bande-annonce en montre un poil trop, c'est dommage, mais moi je suis quand même plutôt hypé par ce truc-là, même si je trouvais que Get Out était en demi-teinte, mais je trouve que c'est un réal qui a des choses assez intéressantes à montrer, en tout cas qui montre des choses différentes de tout ce qu'on peut voir dans ce genre de film, donc voilà, petite attente de mon côté. Alors moi j'en attends rien du tout, alors peut-être que ce sera une bonne surprise, on ne sait jamais. L'autre film que je pense beaucoup d'entre vous attendent aussi, c'est Kaamelott, le film de la... 2019, moi je suis moyen sûr, mais bon. On verra ça. Le film d'Alexandre Astier, le film qui va normalement conclure la série télé qu'on connaît et qu'on aime tous. Bah parce que déjà on aura enfin la fin de l'histoire, il était temps, et puis parce que c'est Alexandre Astier aux manettes, donc ça ne peut être que bien écrit, bien joué, bien réalisé, bien tout, parce que ce mec est un génie de toute façon. Donc voilà, j'attends Kaamelott avec impatience. Ouais, moi aussi j'avoue j'ai une petite attente dessus. Nouvelle attente de mon côté, c'est, attendez je regarde, voilà, Mad Max, a priori Wasteland, je pense que c'est le titre provisoire, il a un autre titre aussi, Furiosa. Je crois que voilà, ça va être du coup une suite au Mad Max Fury Road, qui je crois est centré plutôt sur le personnage incarné par Charlize Theron. Ben voilà, que dire de plus, Mad Max quand c'est sorti il y a 3 ou 4 ans, je pense que c'est un peu remis carte sur table au niveau du film d'action, tellement c'était bien foutu, et je pense que tout le monde s'est pris une claque monumentale dans la gueule avec ce film là. George Miller, pour l'âge qu'il a, il est hyper en forme pour réaliser ces trucs, donc là je pense que cette suite là va être du même acabit. Voilà, je suis moyen sûr pour sa sortie en 2019, mais en tout cas, petit espoir quand même, mais je pense que ce sera plutôt sur 2020 quand même. Ouais. Alors le prochain film, celui-là on est sûr qu'il sort en 2019 parce qu'il sort dans quelques semaines, peut-être même quelques jours, je sais plus exactement. C'est Glass de M. Night Shyamalan, la suite de Split, et c'est pour ça que j'attends ce film, parce que j'avais beaucoup aimé Split en 2017 pour la peine. C'est possible. Et donc là je suis assez curieux de voir ce qu'il peut nous raconter de plus, avec toujours James McAvoy au casting, donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a beaucoup de choses à montrer. Et puis il y a aussi Samuel L. Jackson et Bruce Willis qui eux ont plus grand chose à prouver, mais que c'est toujours agréable de retrouver derrière une caméra, donc plus de curiosité que d'attente, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne surprise. Ouais, c'est vrai, depuis quelques années, Shyamalan il reprend un peu du poil de la bête après un petit passage à vide, donc pourquoi pas, moi aussi j'ai pas une grosse attente, mais j'irai le voir. Là par contre, nouvelle attente, et je pense que voilà, pour tous les fans de cinéma et de beau cadrage, c'est le nouveau Wes Anderson, The French Dispatch, tourné bizarrement à Angoulême. Alors voilà, ce truc-là, j'ai l'impression que c'est une sorte de comédie musicale, mais je suis pas sûr, faut que je me renseigne un peu plus. Donc peut-être que toi, Thomas, tu vas être un peu allergique au truc. Évidemment, qui dit Wes Anderson dit casting 50 étoiles, et on retrouve bien évidemment Bill Murray. Je crois qu'il y a Timothée Chalamet aussi, le petit jeune qui monte dont on a parlé dans notre top. Voilà, du Wes Anderson, on est très très rarement déçus. Voilà, donc attente de mon côté, et j'irai le voir certainement. Ma prochaine attente pour cette année 2019, ce sera La Vérité de Koreeda, que personnellement j'ai découvert cette année avec son excellent film Une affaire de famille. Je ne connaissais pas son Palme d'Or à Cannes, exactement. Ce film-là, en plus, il est tourné en France, il est tourné à Paris. C'est un film hommage à l'amour qu'il porte pour, j'allais dire Denis Villeneuve, non, c'est Catherine Deneuve. Décidément. Petit acte manqué là, mon cher Thomas. Un peu. Donc voilà, j'attends ce film avec curiosité, pourquoi pas. Là aussi, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Très bien. Nouvelle attente pour moi, et pour cause, puisque c'est le réalisateur d'un des plus beaux films de ces 15 dernières années. Je veux parler de Bong Joon-ho, avec Parasite, donc réalisateur de l'excellentissime Memories of Murder, qui revient sur ses terres coréennes après être passé aux États-Unis avec Snowpiercer et Okja, qui était dispo sur Netflix. Donc là, on sait pas grand-chose sur ce Parasite, sur ce film-là.
Moi, je sais juste que j'ai déjà des places qui m'ont été offertes pour voir ce film-là, donc je suis content. Je crois que ça va sortir vraisemblablement fin mai, début juin, parce que je pense que le film est potentiellement à Cannes cette année. Donc voilà, film qui devrait sortir en milieu d'année, et jamais trop déçu avec Bong Joon-ho. En plus, il retourne en Corée, même si ses films américains étaient un peu en deçà de ce qu'il faisait avant. Donc là, moi, j'ai de très bons espoirs pour ce film-là. Et l'autre film que je suis très curieux d'aller voir au cinéma cette année, c'est Dragon 3. Tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers, qui pour des films d'animation qui n'étaient pas des Pixar, en avaient toutes les qualités. Bon, c'était pas tout à fait un hasard non plus, parce que les gens derrière, c'était des anciens de chez Pixar, donc bon, voilà. Et je me dis que celui-là devrait être à la hauteur de ces deux illustres aînés, donc pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt sympa, Dragon, j'aime bien cette série. Tout à fait. Et moi, je vais clore ces attentes 2019 par une autre série et un autre film d'animation. Je veux bien entendu parler de Toy Story 4 de Pixar. Alors c'est vrai que Pixar, ils n'ont pas été toujours très bons dans les suites. On a vu le cas avec par exemple Cars ou même... ouais, c'est toujours plein toutes ces conneries. Mais Toy Story, la trilogie Toy Story pour l'instant, je trouve que c'est des très bons épisodes. Le dernier était vraiment très bien. Et là, je pense que celui-ci, il y a des petits teasers qui sont sortis sur le net qui ont l'air plutôt de bonne aloi, comme disent les jeunes. Non, mais on est très rarement déçus par les Pixar de toute façon. Et puis la franchise Toy Story, c'est quelque chose de plutôt solide. Voilà, ça doit sortir, je pense, courant de l'été, j'imagine. Normalement, oui, voilà, c'est dans la logique. Pas de mauvaise surprise. Voilà, donc ce Toy Story 4 pour terminer nos attentes 2019. Voilà les amis, c'est tout pour nous aujourd'hui, c'était les Squatteurs de Ciné et c'est bon, cette vidéo est terminée, donc vous pouvez passer à la prochaine ou alors fermer votre navigateur internet, c'est comme vous voulez, de toute façon c'est bien que personne n'écoute ce que je suis en train de dire, alors n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.